Bonjour à tous, nous terminons le module 2.2 sur l'alimentation en faisant un petit bilan de ce que nous avons vu dans les cours précédents et en essayant de comprendre un petit peu comment s'alimenter d'une manière équilibrée. Résumé des cours précédents, nous avons parlé des différentes catégories alimentaires. Nous avons parlé des glucides, des lipides, des protéines, de l'eau, des vitamines et des sels minéraux. Alors nos aliments, les aliments que l'on croise dans notre quotidien, eh bien en fait contiennent essentiellement ces grandes familles alimentaires. Et en fait on peut se questionner sur le rôle principal de ces grandes familles alimentaires. On les a décortiquées en classe, mais globalement les protéines sont des matériaux de construction. On a vu qu'elles servaient surtout à créer nos propres protéines. Les glucides représentés par le pain ici servent de ressources énergétiques. Les vitamines servent d'agents métaboliques, c'est-à-dire de substances qui permettent des réactions, du métabolisme dans notre corps. On va en reparler plus tard du métabolisme. Les lipides servent à la fois de réserve énergétique. On stocke l'énergie sous forme de gras dans nos cellules graisseuses, nos cellules adipeuses. Et donc notre corps peut réutiliser ce gras comme source d'énergie. Mais on a vu que les lipides servent aussi de matériaux de construction pour créer notamment les cellules, les membranes cellulaires, avec les phospholipides et le cholestérol, entre autres. Et évidemment, l'eau qui est également un agent métabolique dans le sens où elle permet des réactions, elle permet aux substances chimiques de se rencontrer, c'est un solvant, elle permet de distribuer les substances et elle permet même la régulation de la température du corps, entre autres. Alors si on regarde une fiche de valeur nutritive, une fiche qu'on retrouve sur les aliments que nous consommons dans notre quotidien, bon, les producteurs de ces aliments ou les fabricants de ces aliments sont obligés d'indiquer certaines informations sur cette fiche. Alors là, on a l'exemple d'une framboise, d'un paquet de framboises. Donc la fiche de valeur nutritive qui accompagne cet aliment est ici, et on peut voir qu'il nous est informé, il nous est indiqué que pour 100 grammes de framboise, on va avoir 0,5 g de lipides, ce qui constitue 1% de ce que l'on doit consommer en une journée en lipides. Et on nous informe dans ces deux sous-catégories qu'il n'y a ni acides gras saturés, ni gras trans dans ce 0,5 g de lipides. On descend, on nous informe qu'il n'y a pas de cholestérol, 0 mg. Alors c'est un lipide, hein, les fabricants d'aliments ou les producteurs décident de le séparer de la catégorie lipides parce que c'est une information que beaucoup de gens recherchent. Alors c'est pourquoi on le voit mieux, mais on se rappellera que c'est quand même un lipide, le cholestérol. Le sodium également est sorti de sa catégorie est en dessous là-bas, donc avec les sels minéraux, mais il est lui aussi mis à part et mis en gras, car c'est une information que beaucoup de personnes recherchent, notamment si on a des problèmes de circulation sanguine, avec de l'hypertension par exemple. Donc on va faire attention au sodium, au chlorure de sodium qu'on mange. Donc il y en a un petit peu, mais vraiment pas beaucoup dans les framboises, 1 mg. On descend et on voit 12 g de glucides. Alors oui, on s'attend à ce que des framboises soient sucrées, ce qui représente 4% de ce que l'on doit consommer sur une journée. Et il nous est indiqué que dans ce 12 grammes, il y a quand même 7 grammes de fibres alimentaires, donc des glucides que nous ne digérerons pas, qui vont rester dans notre corps. Donc on avait croisé la cellulose comme exemple dans le cours, et c'est nécessaire d'en ingérer à chaque jour, ça aide à notre digestion. Alors il y aurait dans ce paquet de framboises, dans ce 100 grammes de framboises, 26% quand même des fibres qu'on doit consommer sur une journée. Donc le 7 grammes représente 26% de notre apport quotidien en fibres. On y retrouve 4 grammes, alors a priori on peut imaginer que ça représente les glucides simples, même si le terme sucre n'est pas très clair. Alors ça fait partie des glucides. Alors si on décortique un peu, on se rend compte qu'il y a 12 grammes de glucides au total, 7 grammes de fibres et 4 grammes de sucre selon ce qu'ils indiquent. Alors en fait, c'est pas qu'il manque 1 gramme, c'est qu'on peut imaginer que il y a 1 gramme de glucides complexes qui n'ont pas été indiqués là-dedans. Ça, ce serait les glucides simples, ça c'est une sorte de glucide complexe, ici à 7 grammes. Et il manquerait donc un petit gramme de glucides complexes, peut-être de l'amidon, ce qui terminerait les glucides. Alors il n'y a pas de protéines dans les framboises. Vitamine A non plus. La vitamine C, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Un peu de calcium et un peu de fer. Donc on retrouve les grandes catégories alimentaires dont nous avons parlé dans les cours précédents.
On va s'intéresser à la calorie maintenant. Alors, petit retour en arrière, c'est cette ligne-là que nous n'avons pas expliquée dans la fiche de valeur nutritive, qui est obligatoire dans tous les aliments. Donc, on comprend que 100 g de framboises contiennent 50 calories. Alors, on va descendre et on va expliquer un petit peu ce que sont ces calories. Donc, la calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. En fait, c'est une vieille mesure d'énergie qu'on utilisait avant d'utiliser maintenant le joule. Alors, il y a une équivalence, une calorie qui vaut à peu près 4 joules, 4,18. Et bon, dans le domaine alimentaire, on a conservé la calorie, même si dans l'univers scientifique maintenant, c'est le joule qui est utilisé. Alors, on peut aller sur Internet, faire un petit calcul pour voir combien de calories on devrait, a priori, consommer sur une journée. Donc, je me suis prêté au jeu il y a 2 ans, et puis en donnant quelques informations, on voit que je devrais consommer 2700 calories sur une journée. Alors déjà, il y a une petite astuce, c'est que c'est pas la vraie calorie que les scientifiques utilisent ou utilisaient, parce que en fait, sur une journée, je devrais plutôt consommer 2 700 000 calories. Calories comme les scientifiques le représentaient avant. Alors en fait, il y a un petit jeu, une petite astuce qui est faite par les producteurs ou les créateurs de fiches, de calculateurs de calories. Donc en fait, il s'agit de 2700 kilocalories. Alors il n'est même pas écrit kilocalories, mais bon, il y a un petit jeu en indiquant que si on met une majuscule à C, ça voudrait dire kilocalories. Bon, c'est pas très clair, mais dans le monde de la nutrition maintenant, on utilise les kilocalories et on écrit calories quand même. Alors c'est un peu compliqué, je vais vous montrer l'exemple par la suite. Bon, si on essaie de faire un lien avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les scientifiques sont capables à peu près de calculer combien il y a d'énergie dans les glucides, les lipides et les protéines. Alors, exemple, 1 gramme de glucides en moyenne contient 4000 calories, les vraies calories scientifiques. Mais dans le monde de la nutrition, on va écrire 4 calories, donc 1000 fois moins, parce qu'on exprime les calories en kilocalories. Alors, on va essayer de se rappeler que si on voit une petite majuscule ici, ça veut dire fois 1000 finalement. 1 gramme de lipides donc contient 9000 calories anciennes, mais que en alimentation on écrira 9 calories. Et 1 gramme de protéines peut devenir de l'énergie éventuellement, même si on n'a pas mis les protéines comme ressource énergétique tout à l'heure. S'il n'y a ni glucides ni lipides à disposition, notre corps peut utiliser les lipides comme source d'énergie. Et 1 gramme de lipides peut fournir 4000 calories anciennes, soit 4 nouvelles calories majuscules. Alors c'est ce qu'on va appeler des équivalences énergétiques. Donc, on peut aller vérifier notre paquet de framboises. Il est indiqué qu'il y a 0,5 g de lipides. Alors, on va également avoir 12 g de glucides. Il n'y a pas de protéines, on voit ces 0 g. Et on va aller vérifier combien ça fait de calories. Alors, selon le calcul, 9 calories par gramme, ici 9 calories par gramme de lipides, multiplié par 0,5 g de lipides, ça donne 4,5 calories majuscules. Pour les glucides, on a 4 calories pour chaque gramme et on a 12 grammes de lipides, donc ça nous donne 48 calories au total. Et si on additionne, on a à peu près 50, donc 52,5 calories majuscules, grosses calories. Donc, bon, l'information est quand même relativement correcte. On va passer aux informations liées à l'alimentation équilibrée. Donc, au lieu de calculer les calories, qui est complexe, qui est difficile, et puis qui peut devenir très décourageant finalement, et en fait peut-être un peu trop sérieux comme approche, il est plutôt recommandé de regarder globalement les volumes de ce qu'on mange sur une journée pour essayer de voir si on mange en santé. Donc, c'est quand même assez connu, mais ce dessin-là représente bien ce qu'il faudrait manger sur une journée. Donc il faudrait manger à peu près la moitié de ce qu'on mange, ça devrait être des légumes, éventuellement, idéalement frais. Un quart de notre alimentation devrait être composé de glucides. Un quart de notre alimentation devrait être composé de protéines, quelle que soit leur origine, dépendamment de son régime. Et ensuite, on peut manger un petit peu de tout ce qui entoure ici, sans vraiment le mesurer. Donc, des noix, de l'huile, des huiles végétales, des aliments riches en huile insaturée, des fruits, quelques laitages. Mais globalement, l'important se trouve au centre ici.
Ça, c'est une alimentation qui va nous permettre de rester en santé, d'éviter le diabète puisqu'il n'y a pas trop de sucre, éviter d'être en surpoids, quand même on limite les apports en énergie inutile, ça évite l'anorexie puisqu'il y a quand même de l'énergie qui rentre, l'hypertension parce que le sel est en quantité relativement modérée, les maladies cardiovasculaires qui sont liées à une trop grosse quantité de gras et notamment de gras animal, donc là il y en a un petit peu mais pas trop, et les cancers qui peuvent être diminués, en tout cas en partie grâce aux nombreux antioxydants qu'on peut retrouver dans les végétaux et dans les produits frais. Alors vous voyez ici ce sont beaucoup d'aliments qui n'ont pas été trop transformés, donc en haut pas du tout mais ici un petit peu, et c'est surtout cette approche qu'il faut avoir, limiter le nombre d'aliments transformés en boîte, en conserve, et manger le plus frais possible. C'est ce qui permet d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Vous avez déjà été informé un petit peu de ce qu'il faut manger sur une journée quand on vous a présenté le guide alimentaire canadien. Alors il commence à dater un petit peu, mais bon, on peut y retrouver quelques informations. Pour votre âge, on vous conseille donc de consommer légumes et fruits quand même en quantité importante. Des produits céréaliers, donc ça correspond évidemment au pain, aux pâtes, etc. Le lait, les substituts, donc bon, c'est pas vraiment une catégorie alimentaire. On peut penser que dans les prochains guides, ils vont enlever cette ligne-là parce que ça croise d'autres lignes et c'est pas nécessaire forcément de consommer des produits laitiers sur une journée, même si c'est quand même des aliments qui sont riches en plein de catégories alimentaires. Et enfin, viande des substituts, comme on voit un petit peu moins que le reste. Alors, quelques exemples d'habitudes alimentaires, qu'on pourrait appeler régime aussi, mais habitude est peut-être un petit peu plus positif. Donc végétarien, végétalien, paléo et méditerranéen. Pour les végétariens et les végétaliens, l'idée c'est de limiter les aliments limiter les apports de sources animales, souvent pour limiter la cruauté envers les animaux, donc on refuse qu'un animal souffre et meurt pour notre alimentation. C'est aussi une alimentation qui peut être relativement bonne pour la santé puisqu'on limite en partie le gras animal. Alors c'est une alimentation qui peut créer certaines carences, certains manques en minéraux, donc il faut faire attention au niveau du calcium et du fer, de bien s'approvisionner sur une journée, de bien surveiller ça. Il y a le paléo, qui est un régime à la mode il y a quelques années, peut-être qu'il a baissé maintenant un petit peu, où on essaie de s'alimenter comme mangeaient nos ancêtres, donc beaucoup d'aliments frais qu'on retrouve autour de nous dans la nature, très peu d'aliments transformés, donc très peu de céréales finalement. Alors ça se transforme en beaucoup de légumes et de la viande finalement. Donc ça aussi, ça peut être bon pour la santé évidemment. Par contre, ça peut rendre assez faible puisqu'il y a très peu de glucides complexes qui rentrent dans l'alimentation, donc il faut faire attention quand on fait ce genre de régime aussi, puis des carences peuvent apparaître. Et le régime méditerranéen, qui est un régime relativement connu de pays de la Méditerranée, où les gens consomment beaucoup, encore une fois, de légumes, beaucoup de poissons, des produits de la mer, des huiles végétales, des noix, et avec beaucoup de soleil, c'est un régime qui peut prolonger la vie, qui est très bon pour le cœur. Alors qu'est-ce qu'on appelle un aliment transformé? C'est un aliment qui a subi différentes transformations, donc pour le conserver. Donc, aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire subir à un aliment pour qu'il se conserve? L'objectif est toujours de détruire les bactéries qui pourraient l'abîmer. Donc ça va être soit de lui mettre des produits chimiques pour le conserver, comme du sel éventuellement, soit de réfrigérer, soit le déshydrater, l'irradier, le cuire ou le pasteuriser comme on fait avec le lait, qui est une cuisson très rapide pendant quelques secondes. Dans tous les cas, ça détruit les bactéries, c'est l'objectif, mais dans tous les cas, malheureusement, ça abîme la qualité de l'aliment. Et alors quand on dit que ça l'abîme, ça peut faire disparaître les vitamines, soit totalement ou en grande partie, et dégrader certains des constituants. Donc oui, ça permet de conserver des aliments à la maison, mais ça enlève une bonne partie de leur valeur nutritive. On va parler rapidement des OGM, organismes génétiquement modifiés, des organismes vivants qui, avant qu'on les fasse pousser, par exemple pour des végétaux, à qui on a inséré un gène qui nous intéressait. Vous voyez ici le gène qu'on a pu prendre dans une bactérie par exemple. On l'a mis dans la première cellule du végétal et le végétal ensuite s'est développé et il contient partout le gène intéressant. Donc un gène qui lui permet de résister à un herbicide ou de résister à des virus ou des champignons. Bref, un gène qui va être un avantage pour lui, mais c'est un avantage de production. Donc voilà pour les OGM. Pour l'instant,
scientifiquement aucune preuve d'un impact négatif sur les OGM, même s'il est possible que ça existe. On terminera par des conseils alimentaires. On fait attention à ce qu'on mange.